Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici votre Captain Melboy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très content de faire. On va encore une fois parler de cinéma français. Eh oui, comme quoi, tout arrive. On va parler des Trois Mousquetaires, partie 2, Milady. On se retrouve après le générique de Mehdi Litoussi. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. J'avais fait une vidéo sur le premier Trois Mousquetaires, tiré du livre du même nom d'ailleurs, que j'avais globalement apprécié quand même. J'avais beaucoup aimé le film, avec quelques défauts quand même. Pour moi, c'était un 14-15 sur 20, quoi. C'était globalement un assez bon film, et qui se finissait sur un très gros cliffhanger, à savoir D'Artagnan qui est enlevé, Constance de Bonacieux qui est enlevée, la France qui s'apprête à partir en guerre, Richelieu qui va bientôt foutre le sbeul un peu partout et réussir à arriver au pouvoir. Enfin, voilà. Voilà. Donc il y avait des enjeux dans ce second film, des enjeux quand même relativement grands, parce qu'il faut clôturer tous les arcs. En même temps, tu as l'arc de Athos, joué par Vincent Cassel, qui du coup va se remémorer son histoire avec sa femme qui est censée être décédée, sauf qu'en fait c'est Milady, c'est une connasse, elle veut buter tout le monde. En même temps, Richelieu et ses hommes de main qui veulent prendre le pouvoir sur la France, en même temps les Anglais qui veulent faire la guerre aux Français, en même temps les protestants et les catholiques, enfin bref. Et là on nous annonce un film de 2 heures, et là je fais... 2 heures, ça me semble quand même un peu court, quoi. Bon, pour moi c'était 2h30, quoi, pour vraiment clôturer finalement toutes les histoires. Eh bien, en fait, figurez-vous que ce film a exactement les mêmes problèmes que le premier volet. C'est-à-dire que les dialogues, les costumes, les décors, la mise en scène, l'interprétation, le tempo comique, le phrasé, la façon de filmer, la photographie, enfin tout est très bien, c'est du très bel artisanat français. Alors j'ai pas lu le livre, je pense que je le lirai pour voir ce qui diverge et ce qui ne diverge pas entre l'adaptation et le roman. Mais bon, une de mes meilleures amies m'a dit que globalement ils avaient pris quand même quelques libertés. Eh bien, en fait je suis très énervé parce que les scènes d'action, c'est exactement comme dans le premier. C'est-à-dire que quand ça parle, quand ça fait des petites blagues, quand ça s'envoie des petits fions à la gueule, c'est beau, c'est très bien filmé, c'est très bien interprété, et dès qu'il y a une scène d'action, la caméra, elle est en stress, elle est en mode... Dès que c'est il y a des plans séquences, mais qui sont dégueulasses, mais vraiment, j'utilise le terme dégueulasse, parce que la caméra, elle bouge, les chorégraphies sont relativement belles, on n'est clairement pas sur le même niveau que Mission Impossible, ou que John Wick, par exemple, ou que même Game of Thrones en termes de chorégraphie médiévale, on va dire. Mais dès qu'il y a de l'action, c'est moche. C'est moche. C'est une catastrophe de mise en scène, les scènes d'action. On ne voit rien, on ne comprend rien, on comprend pas qui tire sur qui. Il y avait exactement le même problème dans le Napoléon de Ridley Scott, c'est-à-dire que quel camp, ils sont tous plus ou moins habillés pareil, parce qu'ils sont tous dans des costumes un peu beige, marron, puis ils sont tous plus ou moins barbus, avec des épées et des pistolets. Donc quand c'est des scènes d'action de nuit, je ne vous parle même pas du carnage que c'est. C'est-à-dire qu'on a quelques scènes d'action qui se passent donc la nuit, comme je l'ai dit. On ne comprend rien, on ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui sont Athos, qui est Porthos, on ne comprend rien. À tel point qu'à un moment donné, spoiler, il y a donc le capitaine de Tréville, le comte de Jean-Charles VI, là, je sais plus quoi, enfin bref, un des méchants, et Porthos qui se font tirer dessus. On ne comprend rien. Mais on ne comprend rien. C'est filmé d'une manière qui est ignoble, de manière générale, comme dans le premier film. Dès qu'il filme de nuit, on voit rien. Sauf les scènes de bataille où il y a un peu des flammes et du coup c'est un peu éclairé, on va dire. Mais sinon on n'y voit rien.
Voilà. Et puis, le montage qui est quand même un peu catastrophique, quoi. C'est-à-dire que, autant dans le premier, le premier, donc D'Artagnan, avait pour but de poser une base d'histoire. À savoir, je m'appelle D'Artagnan, je viens du Gers, je veux devenir mousquetaire, sauf que, oh putain, pas de chance, en même temps, y a un complot contre le roi, il faut aller sauver la reine, et nanani, nanana. Ok ? Pourquoi un accent du Sud ? Parce que D'Artagnan vient de là où j'habite. C'est bon pour vous ? Allez, bisous. Je reviens. Ce que je veux dire, c'est que le premier film, en termes de montage et en termes de cinéma pur, à part dans les scènes d'action, j'arrivais à comprendre ce qui se passait dans le film. Je comprenais les personnages, je comprenais les enjeux, je comprenais le scénario, je savais d'où on venait et où on allait. Là, dans ce film, il y a littéralement des scènes que je n'ai pas compris. Je ne sais pas. On passe d'un moment avec Athos qui est à Londres, puis ensuite un moment un autre qui est à Madrid, puis l'autre qui est à Shanghai, puis on ne comprend rien. Je caricature évidemment, mais tout ça pour vous dire qu'il y a des déplacements, parce que ça se passe en 1627, mais les frérots, ils font Paris-Londres en une frame, en une image, ils sont à Paris. C'est quand même très fort, hein, parce que, à part Doctor Strange qui fait des portails magiques, enfin, peut-être ils ont Doctor Strange chez les mousquetaires, hein, c'est possible, mais je ne pense pas. Donc, voilà, que dire de plus ? C'est un film qui est... Je pense que quelqu'un comme, par exemple, mon amie Aliénor, si jamais elle voit ce film, enfin, de manière générale, les gens qui ont lu le livre et qui connaissent le livre Les Trois Mousquetaires, ils vont voir le film, ils vont faire « Ah, mais oui, en fait, ça, c'est comme dans le livre, sauf que ça a été adapté différemment, machin. » Moi, qui n'ai jamais lu Alexandre Dumas, je vois le film, je me dis « Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qui se passe. » Et puis alors, Pio Marmaille, acteur, l'un des... franchement, genre top 10 des acteurs français de tous les temps, putain, il a plus de lignes de dialogue que dans le premier, ce qui est quand même déjà pas mal, parce que dans le premier, il avait à tout péter 5 lignes, donc c'est un peu triste, quoi. Et bien là, il en a un peu plus, mais il est quand même vachement sous-exploité, quoi. Hein. En fait, quand on lui a donné le rôle de Porthos, on lui a dit, alors en fait, tu es bisexuel, tu es bon vivant, et t'aimes bien l'alcool et les baisers et la guerre. C'est tout. C'est tout son jeu d'acteur, c'est tout ce qu'il fait dans le film. C'est-à-dire que des fois, il est en mode, hey. C'est tout. Et aussi, des fois, de temps en temps, il a des petites phrases, mais bon, pas grand-chose non plus, quoi. C'est bon. Donc, que vous dire de plus ? Moi, je suis assez mitigé sur ce deuxième volet, parce que, autant, il y a des enjeux de scénario qui m'intéressent. Les décors sont magnifiques. Vraiment, les décors, il y a des plans, je sais pas si c'est fait en ordinateur, hein, des effets spéciaux, ou si c'est des vrais plans de La Rochelle, de Paris, mais je crois à ce que je vois. C'est-à-dire que, même si ils ont filmé, je sais pas, en plein cœur de Paris, dans un studio, je crois que ce que je vois, c'est une ville de Paris, c'est une caserne de mousquetaires, c'est les champs de bataille de La Rochelle, j'y crois, je visualise. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Tandis que, pour faire un exemple, Astérix, qui est français et qui est un film qui se passe à une époque historique, à savoir la Grèce antique, enfin la Gaule plutôt antique, on va dire, je ne crois à ni les effets spéciaux, ni les costumes, rien du tout. Ni même les décors. Alors que, pour le coup, là, je crois à tout ce qui est, si on enlève les scènes d'action de ce deuxième volet, tout ce qu'il y a autour, c'est pratiquement parfait, on va dire, hein, à part le montage, encore une fois. Mais sinon, Éric Ruff, je crois que c'est lui qui joue le cardinal de Richelieu. Moi, je veux jouer le cardinal de Richelieu. Je veux jouer ce personnage. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où. Je vais jouer ce personnage. Au théâtre, en série, je n'en sais rien. Mais je veux jouer ce personnage puisque c'est typiquement le genre de personnage que j'adore, à savoir les connards. Alors, n'allez pas croire que je suis un connard. Enfin, du moins, j'essaye de ne pas l'être. Eh bien... il est vicieux, il est viscéral, il est vulgaire, il est tout. Il est le mal, il est le diable. Et ça, on adore ça. Un autre truc aussi que... alors ça, je pense que ça va diviser ce que je vais dire, mais le film s'appelle Les Trois Mousquetaires, Milady. Parce que, donc, là, encore une fois, je spoil, mais bon, c'est quand même un livre qui est sorti il y a 300 ans, donc au bout d'un moment, lisez-le. Milady, et donc... ou Milady de Winter, pardon... interprétée par Eva Green, qui est clairement l'une des plus belles femmes du monde, on est tous d'accord là-dessus, et, au-delà du physique, une excellente actrice. Si vous ne le croyez pas, regardez Dark Shadow de Tim Burton, ou évidemment Casino Royale de Martin Campbell, elle est flamboyante, elle est magnifique, elle est exceptionnelle dedans.
C'est ma femme, voilà, c'est ma femme pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'est mon épouse. Eh bien, en fait, c'est donc l'ancienne épouse de Athos, jouée par Vincent Cassel, et qui aura, grosso modo, elle a été violée, elle a été agressée, enfin, il lui est arrivé vraiment des trucs vraiment bressons dans sa vie. Elle a fait un enfant avec Vincent Cassel, et genre, on n'a pas vraiment enfin, moi qui n'ai pas lu le livre, je n'ai pas la raison, mais elle a été condamnée à mort. Bon, soit. Ce genre de choses arrive, hein. Tu triches au Monopoly, hop, un petit coup de guillotine, c'est normal. Et du coup, on sait pas trop pourquoi non plus, enfin si, on le sait en fait, le cardinal de Richelieu qui lui avait des sombres desseins pour la France, hein, pour se reprendre le pouvoir, pour être sur le trône et tuer le roi, gna 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 gna. Eh bien, tout simplement, il a recruté pour être en sorte une espionne qui change de coiffure pour séduire, pour machin, pour une espionne. Voilà, c'est son homme de main, enfin sa femme de main plutôt. Eh ben, si le film s'appelle Milady, peut-être ce serait bien qu'on la voie dans plus de scènes. Enfin, je sais pas, vous voyez. C'est comme si, admettons. C'est comme si, je vais prendre un exemple. Comment dire, attendez, je vais prendre un exemple. C'est comme si, voilà, très bel exemple. Astérix et Obélix, sauf qu'on enlevait Astérix. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'aurait pas de sens. On ne comprendrait pas ce qui se passe. Eh bien là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Milady, elle a des scènes, notamment une scène avec Lila Coudry, alias Constance de Bonacieux, qui est une magnifique scène, très émotive. J'ai pas versé ma larme, mais ça m'avait quand même pris aux tripes, quoi. Elle joue magnifiquement bien. Mais elle a pas assez de scènes, quoi. Il faut plus de scènes. Si c'est elle, le cœur du roman, c'est le cœur des deux films, c'est elle. C'est-à-dire que si on bute Milady, c'est fini. Le cardinal de Richelieu, on peut l'intuber bien comme il faut, on peut lui couper la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Bon, la vidéo commence à être longue, donc je vais vous dire la chose qui m'a le plus énervé de ce film. C'est que on nous a annoncé un diptyque des Trois Mousquetaires. À savoir, 2 films tournés simultanément pour limiter les coûts de production, comme il l'avait fait pour Avengers Endgame et Infinity War. Sauf que le deuxième film se finit encore une fois sur un cliffhanger. Alors, je m'adresse aux fans de littérature française, est-ce que ça se finit comme ça dans le livre ? Je ne pense pas. Donc, pourquoi il n'y a pas de fin ? Que s'est-il passé ? Est-ce que c'est une volonté artistique de finir comme ça ? Je n'en pense pas non plus. Est-ce que c'est un manque de moyens ? Peut-être, mais étant donné le coût des 2 films, je ne pense pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire un 3e film ? Dans ce cas-là, annoncez-le, dites, bah oui, on fait une trilogie. Vous êtes cons. Enfin, c'est horrible parce que c'est con parce que si ce film n'a pas le succès, je crois que le premier avait eu quand même un relatif succès, si ce deuxième film n'a pas le succès escompté, eh bien on ne verra pas la fin de cette histoire. On ne saura pas si Athos retrouve son fils, s'il va buter Milady, si le cardinal de Richelieu va finir avec les couilles accrochées au plafond et à se faire couper la tête. Ce que moi personnellement j'ai très envie de lui faire parce que c'est un connard. Dans l'œuvre, j'entends, bien entendu. Enfin... horrible, ce cliffhanger de fin n'a aucun sens. Si vous voulez faire une trilogie de films, annoncez une trilogie de films, annoncez pas 2 films. Vous voyez, c'est complètement con. Regardez, je vais prendre un exemple. Là, on va dire que je fais que Marvel. Eh bien, à la fin d'Avengers 2, on nous annonce pas, on nous avait pas encore annoncé Avengers 3 et 4. On se doutait qu'il y allait avoir une suite, mais la fin, les arcs narratifs étaient clôturés. En tout cas, celui de Tony Stark et de Captain America. Imaginez, maintenant, pareil, on vous fait autre chose, qui se finit en gros cliffhanger. Imaginez que genre, on fait, je sais pas, Captain America 1, et qu'on vous dit, ah bah non, il n'y aura pas de suite. Ah non, c'est un seul film, il n'y aura pas de suite. Bah, et que tu regardes la fin, tu dis, bah si, parce qu'à la fin, ah non, il n'y aura pas de suite. C'est complètement con. Enfin bref, mon exemple est peut-être merdique, hein, c'est possible. Je ne comprends pas cette fin. Donc moi j'appelle le réalisateur, j'appelle le studio, Martin Bourboulon, expliquez-moi, c'est quoi cette fin ? Est-ce que c'est la volonté de faire un 3e film, et dans ce cas-là, ok, je comprends, il n'y a pas de souci, ou est-ce que c'est autre chose ? Parce que je ne comprends pas. Hein ? Bon bref,
Allez, bisous. Hein, c'était votre Captain Melboy. Après, je voudrais finir sur deux trucs. Deux choses. Le premier, c'est que les Mousquetaires 1 et 2 ont coûté 78 millions d'euros. 78 millions. Sur deux films, ce qui fait à peu près entre 35 et 40 millions par film. Astérix de Guillaume Canet a coûté 75 millions à lui tout seul. Eh bien, écoutez, moi je préfère un cinéma français qui met 80 millions dans deux films avec des vraies intentions artistiques, plutôt qu'un réalisateur complètement boomer qui n'a rien compris de ce qu'il adapte pour lui mettre tout l'argent du monde. Voilà, ça c'était ma petite droite personnelle. Et en plus, ce sera mon deuxième truc, et ensuite on finit cette vidéo, parce que je tourne depuis à peu près 7-8 heures, donc là c'est beaucoup trop. Les Trois Mousquetaires, ce sera toujours mieux que Dune, hein. C'est toujours mieux que Dune, on est tous d'accord là-dessus. Hein. C'est con parce que vraiment depuis, ça fait bientôt 2 ans je crois, Dune, j'en ai vu des films. Hein. Et j'en ai vu des films de merde. Hein. J'ai vu Flash, j'ai vu Asteroid City, j'ai vu Napoléon. Aucun film n'a réussi à dépasser Dune partie 1 en termes de nullité. C'est quand même fort. Hein. Ah ben si, il y a Dune partie 2 qui sort dans 3 mois. Allez, dans 3 mois.